Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Vous écoutez la seconde partie de l'interview de Juliette Alibert pour la Maison des lanceurs d'alerte. On parle un petit peu de l'actualité parce que je suis allée voir sur votre site internet tous les sujets sur lesquels vous êtes. En fait, il y a beaucoup de choses quand même. Oui. Alors, il y a un sujet par rapport à Anticorps. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette association ? Donc, Anticorps, c'est une association qui est membre de notre conseil d'administration et qui est spécialisée dans la lutte anticorruption. Et en fait, elle a ce qu'on appelle un agrément pour pouvoir se constituer partie civile dans des affaires de corruption et du coup porter des alertes en matière de corruption en son nom en tant que personne morale. Mais pour ça, en fait, elle doit avoir une habilitation réglementaire qui est un agrément qu'elle reçoit tous les ans. Et là, effectivement, ce qui est compliqué, c'est que l'association Anticorps a du mal à avoir son agrément pour l'année à venir, alors même qu'on arrive à échéance. C'est pas la seule qui l'a, Transparency International là, l'association Sherpa là également, par exemple. Mais c'est vrai que nous, on a pris position parce que c'est une association qui est membre de notre organisation et qui fait un travail remarquable pour participer à la lutte contre la corruption. C'est vraiment aussi un rôle de vigie démocratique. Et si on n'a pas des associations qui ont ces agréments-là pour agir en justice, en fait, ça veut dire qu'on perd un moyen en fait de participer à lutter contre la corruption au niveau national, parce que c'est grâce à cette association qu'il y a eu plusieurs affaires qui ont pu être portées. Et donc, on a pris position pour aider cette association-là à obtenir son agrément. Il n'y a aucune raison qu'elle n'obtienne pas son agrément. Et puis demain, si par exemple, nous, on a un agrément pour aider les lanceurs d'alerte, je pense que c'est pareil. Ce qu'on n'a pas envie, c'est que ce soit pas une autorité indépendante qui, du coup, en fonction des pressions, parce qu'on aurait révélé des choses qui iraient à l'encontre du gouvernement, que du coup, il y ait une forme de menace en nous disant vous allez avoir votre agrément ou non, vous l'aurez pas. Donc c'est pour ça que nous, on soutient vraiment cette association. A priori, elle devrait avoir son agrément. Ça a été reporté à avril, mais c'est quand même... mais qu'est-ce qui leur est fourni comme justificatif par rapport au fait de s'ils ne l'ont pas ou si c'est repoussé ou... Je ne sais pas s'il y a eu énormément d'informations. Après, il y a eu des révélations, je crois, dans le journal du dimanche ou dans le Canard enchaîné sur quelques irrégularités à la marge pas des irrégularités, mais de la mauvaise organisation de l'association. Mais en fait, c'est quand même étonnant que au moment où il y a où il y a eu des membres du gouvernement qui ont pu être poursuivis suite grâce à l'agrément d'Anticorps, c'est quand même étonnant, sans être dans la théorie du complot, qu'aujourd'hui, comme par hasard, l'agrément, on ne sait pas, et du coup, je pense que c'est pas tout à fait anodin. Enfin, nous, on croit que ça ne l'est pas, en tout cas. Enfin, moi, je crois, en tout cas, pour parler en mon nom. Et alors, vendredi, sur Twitter, vous avez tweeté « La transposition de la directive européenne pour la protection des lanceurs d'alerte traîne dans toute l'Europe ». Ça traîne dans toute l'Europe ? Oui, ça traîne dans toute l'Europe. Alors, est-ce que ça traîne ? Parce qu'il faut dire qu'en ce moment, tout traîne, tout est compliqué. Avec Pour ceux qui réécouteront dans 4 ou 5 ans, j'espère qu'on sera sortis de la pandémie à cette époque. Mais bon, c'est sûr que nous sommes dans une période compliquée où tout est un peu ralenti. Donc, quelquefois, on se dit qu'il peut y avoir des circonstances atténuantes. Pourquoi ça traîne dans toute l'Europe ? Là, on sait. Ça traîne dans toute l'Europe parce que c'est un sujet qui embête aussi un peu, je pense. Enfin, je sais pas après si c'est le cas pour tous les pays, mais c'est vrai que les lanceurs d'alerte, c'est à la fois c'est risqué pour un pays d'avoir des lanceurs d'alerte et parce que c'est aussi celui qui menace, qui met le doigt là où ça fait mal, qui identifie des pratiques irrégulières qui peuvent mettre en difficulté des gouvernements. Donc peut-être on a cette idée, et d'ailleurs je crois que c'est le garde des Sceaux français qui avait dit que les lanceurs d'alerte étaient des délateurs de la République, notre garde des Sceaux actuel. Donc c'est vrai que c'est une thématique un peu sensible. Après, il y a quand même un souhait, je pense, du politique de transposer, et de toute façon il n'y aura pas le choix, de transposer cette directive. Donc peut-être que c'est aussi le contexte actuel, tout traîne comme tu le dis. Et, en tout cas, nous, on est très sensibles à ça et on a vraiment envie que la transposition se fasse de la meilleure manière possible et puis de toute façon avant décembre 2021. Ça veut dire qu'au niveau du droit, il y a quelque chose d'uniformisé pour tous les pays ou en quoi ça consiste en fait ? La directive ? Oui. Oui, c'est ça. En fait, la directive, ça veut dire qu'au niveau, le législateur européen
a pris une directive, donc un texte normatif qui produit des effets de droit sur tous les Européens, et que ce texte, il n'est pas applicable tel quel, il n'est pas copiable tel quel dans le droit, dans les droits nationaux en Italie, en Allemagne, mais qu'il faut que chacun des législateurs, au niveau de chacun des pays, se saisissent des éléments de fond de cette directive pour les implémenter dans leurs dispositifs législatifs nationaux et propres. Parce que un copier-coller n'est pas possible, parce que voilà, chacun a son droit, ses mécanismes. Mais l'idée, c'est que substantiellement, ce qui est défendu par la directive, ce soit repris à minima par les États. Après, ils peuvent par contre transposer et aller au-delà en mettant en place plus de mesures protectrices. Et c'est pour ça que nous, on pousse en ce sens pour garder certains acquis de la loi Sapin 2, comme je disais, et ajouter en plus les acquis de la directive, voire même aller au-delà en proposant des choses plus protectrices. Donc on peut faire plus, mais pas moins ? Non. On ne peut pas faire moins. Non, d'accord. Voilà, c'est un peu le minimum requis par le législateur. Et ça vaut pour toutes les directives. Une directive en matière d'environnement, par exemple, on ne peut pas, s'il y a un niveau spécifique de protection, par exemple, des installations classées, il n'est pas possible, enfin je donne un exemple au hasard, mais il n'est pas possible d'aller en deçà. D'accord. Alors j'ai vu sur votre site aussi quelque chose là qui m'a semblé intéressant, c'est Tech4Press. Qu'est-ce que c'est ça, Tech4Press ? Oui, effectivement, Tech4Press, c'est un service qui a été mis en place par une autre association qui est aussi administratrice, membre de notre conseil d'administration, Nothing to Hide. Et en fait, l'idée, c'est d'aider les militants, les journalistes à protéger leurs informations en leur apportant des guides, des formations sur mesure, des outils chiffrés, sécurisés. Parce que c'est vrai que se protéger des représailles, c'est aussi sécuriser ces outils. Donc, c'est un projet intéressant. Ça vient d'être lancé. Pour l'instant, j'ai pas pu vraiment avoir l'occasion de l'utiliser, mais je pense que en tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment une très belle initiative. J'ai vu qu'il y avait même des formations gratuites. Je trouvais que c'était important à signaler aussi. Dans les journalistes lanceurs d'alerte, est-ce que vous avez des signalements ? Non, alors c'est vrai qu'on considère comment ça se traduit dans ce milieu médiatique ? Oui, en fait, on considère, nous, que les journalistes, comme ils ont un autre régime de protection juridique et le régime dédié aux journalistes, ils sont pas vraiment lanceurs d'alerte. Par contre, ils sont vecteurs d'alerte. Ils lancent des alertes, mais ils participent à lancer des alertes en révélant des choses. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on travaille beaucoup avec les journalistes parce qu'ils peuvent couvrir leurs sources. Et donc, on peut avoir certains lanceurs d'alerte qu'on envoie auprès de certains journalistes d'investigation qui vont faire un papier, puis qui vont couvrir le nom de la personne, identifier les éléments, qui vont pouvoir aussi mener ce travail d'enquête en allant interroger l'employeur et faire un peu le contradictoire. Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'on travaille très bien avec les journalistes. Après, c'est un peu le cas sur les journalistes d'investigation. Comme ils sont pas lanceurs d'alerte, c'est pas pour autant qu'ils sont pas victimes de représailles quand ils dénoncent des choses qui dérangent. Voilà, si on pense à Inès Léraud par exemple, mais on a aussi d'autres lanceurs d'alerte, d'autres médias qui ont pu être intimidés, voilà, sans donner d'informations. Et donc Inès Léraud, elle s'attaque, parce qu'elle a parlé des algues vertes, mais en fait c'est parce qu'elle responsabilise des entreprises privées, c'est ça le problème ? Inès Léraud, effectivement, elle a fait une BD, puis il y a eu plusieurs travaux d'investigation pour dénoncer la façon dont le secteur industriel, agricole, notamment en Bretagne, fonctionne, en utilisant des produits, en n'étant pas forcément aux normes. Et en fait, elle est victime aujourd'hui de représailles de la part de ces grands groupes industriels qui veulent la faire taire, qui font des procédures bâillons en l'attaquant pour diffamation devant des juridictions. Enfin, voilà, elle est la cible de ces attaques-là. Mais elle reste journaliste, à notre sens, pas lanceuse d'alerte, quoi. Par contre, on peut parler d'une alerte en matière d'algues vertes. Quels sont vos rapports avec les grandes puissances, on peut dire, quand ce sont des multinationales qui sont en jeu, quand ce sont des États? On a souvent l'impression que ces combats-là, on a David contre Goliath et qu'il y a, comme tu disais tout à l'heure, le faible, et puis en face des choses énormes, et que les combats sont perdus d'avance. Or, déjà, d'après votre jeune histoire à la Maison des lanceurs d'alerte, on voit qu'il y a des choses qui peuvent avancer, qui peuvent évoluer. Comment vous faites? Comment vous réussissez est-ce que vous réussissez
réussissez à dialoguer d'abord dans un premier temps avec eux? Est-ce que ça passe par des avocats? Comment vous interagissez en fait avec eux? Sur les grands groupes, nous on n'est pas directement confrontés à ces grands groupes-là puisque on accompagne le lanceur d'alerte et que en fait on passe par le lanceur d'alerte et notre relation elle est bilatérale avec lui. Par contre on travaille avec son avocat, on va solliciter le défenseur des droits le cas échéant. Enfin après on sollicite les autorités, mais en tout cas l'identité de la personne qui est visée par l'alerte, on l'a, mais on n'a pas de lien direct avec eux. Par contre, on sait quand actuellement on soutient des lanceurs d'alerte qui ont lancé des alertes dans des grands groupes français. On sait on pense en tout cas qu'on est dans le viseur. Et c'est vrai que demain on pourrait être victime si on fait un communiqué d'une procédure bâillon, une attaque en diffamation. Après, ce serait bon signe. Ça voudrait dire qu'effectivement on révélerait des choses importantes et que ils auraient un intérêt à nous nuire. Et je pense qu'on mobiliserait la société civile, plein d'associations qui nous soutiennent. On a quand même plus de 17 associations fondateurs. Donc je pense qu'on se mobiliserait et on saurait se défendre. Il y a plusieurs communiqués aussi, hein, on peut suivre en temps réel un peu ce que vous faites et donc sur des cas sur lesquels vous êtes actuellement là, si tu pouvais nous en parler d'un ou deux cas qui sont d'actualité. Oui, par exemple, là, on a saisi la CNIL sur un dossier où il y a une atteinte potentiellement grave à l'ensemble des données de santé d'une région, la région PACA. En fait, c'est une lanceuse d'alerte qui travaillait auprès d'un groupement d'intérêt public auprès d'hôpitaux qui a dénoncé en fait des failles de sécurité et une absence de respect du RGPD. Enfin, je vais pas rentrer dans le détail, mais des difficultés en matière de protection des données de santé, alors même que c'est des données particulièrement sensibles qui sont protégées très fortement en droit. Et en fait, elle a lancé l'alerte. Elle a été licenciée avant la fin de sa période d'essai. Et nous, on a vérifié les éléments. Il nous semblait qu'il y avait quand même si l'alerte était avérée, c'était quand même grave. Ça touchait plus de, je sais plus combien de millions. La région PACA, c'est quand même une grosse région. Et qu'on ne pouvait pas laisser des failles de sécurité qui donnaient accès à une entreprise privée à des données particulièrement protégées, des données intimes. Donc, on a sollicité la CNIL pour qu'elle intervienne en urgence aux fins de diligenter une enquête, une investigation, et vérifier effectivement l'ampleur et la réalité de ces failles de sécurité informatique. On est quand même dans un monde numérique où les données sont un peu de l'or pour les sociétés. Oui, ça, et on donc, a compris. on a compris ça et nous, ça nous semblait vraiment important. Donc, la CNIL là, a dit que notre alerte était recevable et donc on attend le retour du service des plaintes sur ce sujet. Moi, ce qui m'étonne en tant que citoyenne, c'est que, en fait, on voit passer dans les médias beaucoup de scandales qui sont déclenchés par des lanceurs d'alerte, qui deviennent des scandales sanitaires, politiques, financiers, où nous, les citoyens, donc en sommes en général les victimes. Beaucoup de ces scandales ont pu être interrompus grâce à des lanceurs d'alerte. On a eu pas mal de cas dans l'histoire. Et en fait, en tant que citoyenne, je me demande, mais pourquoi c'est si difficile de faire primer l'intérêt collectif, de protéger les citoyens, de le faire reconnaître même par la loi? Effectivement, c'est long, c'est un parcours du combattant. Quand on est dans le cas je sais pas si on prend Irène Frachon, elle était quand même face, quand elle a dénoncé le scandale du Mediator au laboratoire Servier, qui ont des moyens importants, qui ont tout un arsenal juridique, des avocats, qui a eu plein de témoignages d'attestations de docteurs experts dont on a montré ensuite qu'ils étaient payés par les laboratoires Servier. Donc on voit bien qu'il y a quand même tout un bras de fer et que effectivement les forces ne sont pas forcément du côté du lanceur d'alerte pour que l'alerte soit reconnue. Mais il y a quand même des alertes qui sont traitées où on imagine, on espère que les choses vont bien se finir. Depuis 2 ans donc que tu es à la maison des lanceurs d'alerte, est-ce qu'il y a des cas que tu as suivis qui te donnent vraiment espoir et envie de continuer surtout? Oui, il y a des cas qui ont été soutenus par le défenseur des droits, qui sont actuellement soutenus par des autorités, enfin soutenus, ou en tout cas il y a une reconnaissance judiciaire du fait qu'effectivement il y avait des pratiques de corruption ou ce genre de problématiques. Mais ce qui me donne surtout foi en fait, c'est que de toute façon, moi je crois vraiment, dans l'importance de
même si c'est difficile, même si tous les lanceurs d'alerte ne s'en sortent pas, je crois vraiment dans cette importance de qu'il y ait ces vigies de la démocratie. Et ce qui me donne espoir, c'est vraiment leur courage, le fait qu'ils agissent dans le bien commun et que même si c'est compliqué et même s'ils en pâtissent, derrière, ça a des effets pour d'autres citoyens. Ça permet d'empêcher des dérives. Si je pense à la dépakine avec une lanceuse d'alerte, Marine Martin, si je pense au scandale des enfants sans bras, Emmanuel Amar a permis de faire la lumière sur plein de dysfonctionnements. Voilà, je pense aussi à un lanceur d'alerte qui me donne beaucoup d'espoir. C'est le lanceur d'alerte Amar Ben Mohamed, qui est brigadier chef et qui a dénoncé des pratiques discriminatoires au sein de la police au tribunal judiciaire de Paris. Et en fait, c'est leur courage, c'est leur ferveur à malgré toutes les représailles, malgré tous les obstacles, à continuer, parce qu'en fait, de toute façon, ils se disent qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils ne peuvent pas vivre dans un monde comme ça, qu'il y a un système avec des lois, des règlements, et qu'on peut pas agir en toute impunité pour faire n'importe quoi. Et moi, c'est ça qui me plaît énormément dans mon travail actuel, et c'est pour ça que je trouve qu'en tout cas, être avocat au sein de la maison des lanceurs d'alerte, c'est vraiment une charge qui fait sens, et que ça me donne envie, en tout cas, de continuer. Et je pense que les lanceurs d'alerte participent à l'amélioration de la démocratie, à l'amélioration de l'état de droit, l'amélioration. Et c'est essentiel, en fait, qu'on ait des acteurs comme ça dans nos systèmes, et que l'opinion publique soit consciente des risques qu'ils prennent pour le bien commun. Je pense que c'est... Enfin, en tout cas, moi, je trouve que ça fait sens, et c'est ce qui donne espoir quand on voit, quand on nous parle que l'état du monde, la Covid-19, toutes les problématiques environnementales, bah ouais, effectivement, les lanceurs d'alerte, pour moi, c'est une petite lueur d'espoir, et c'est surtout montrer que il faut tout faire pour améliorer les choses, et qu'on peut pas se satisfaire d'un état médiocre où on respecte pas les droits, où les entreprises font n'importe quoi. Je pense que c'est vraiment essentiel. Enfin, c'est vrai que même si c'est difficile, je pense que ça a du sens. Enfin, moi, tous les matins, quand je me lève, je me dis que ça a beaucoup de sens ce que je fais, et je suis vraiment contente. Et surtout, j'ai beaucoup d'admiration pour tous ces lanceurs d'alerte qui font ce qu'ils font et qui ont énormément de mérite pour ça. Oui, c'est héroïque. C'est héroïque, et en même temps, c'est souvent dans l'ombre. Ils sont dans l'ombre, et c'est pour ça qu'on parle on parle d'Assange, on parle de Irène Frachon, on parle de tous ces lanceurs d'alerte-là, mais en fait, il y a énormément d'anonymes, d'invisibles. Et la parole de ces invisibles, enfin, moi, je la vois dans le cadre de la permanence en aidant les lanceurs d'alerte. Et ils sont très nombreux, et ils sont pas... C'est pas non plus c'est aussi les héros du quotidien, en fait. C'est aussi ce que je disais tout à l'heure, ton voisin, le commerçant en bas de chez toi qui va participer à améliorer tel ou tel système en dénonçant des petites pratiques de corruption. Enfin, il y a aussi des lanceurs d'alerte sur des micros, enfin, on peut considérer que c'est des micro-alertes, mais le cumul de toutes ces alertes dans la société, ça permet aussi, bah, voilà, une régulation, un contrôle démocratique, un contrôle légal, enfin, et c'est essentiel. Pour construire un monde meilleur. Voilà. C'est de ça dont nous parlons sur So Sweet Planet régulièrement. C'est super. Même avec des artistes, puisque là j'ai interviewé aussi aujourd'hui Mathieu Deslongchamps. Ça va sûrement être l'interview qui arrivera en ligne après la Maison des lanceurs d'alerte. Et il a une chanson qui s'appelle Héros Anonyme. Ah, donc tu vois. Peut-être en jingle de la Maison des lanceurs d'alerte. Voilà, Juliette Alibert, vraiment un grand merci de nous avoir permis de faire connaissance au plus près de cette Maison des lanceurs d'alerte, de tout ce que vous faites pour vous aussi contribuer à un monde meilleur en aidant toutes ces personnes qui peuvent se trouver en difficulté. Je mettrai donc pour nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent le lien vers le site de la Maison des lanceurs d'alerte dans le texte de description du podcast que vous pourrez retrouver sur le site de So Sweet Planet et sur vos applications de podcast. À partir du moment où quelqu'un qui nous écouterait aurait quelque chose, une alerte à lancer, pour vous joindre, il passe par votre site. Oui, tout à fait. Il y a un formulaire. Voilà. Tout est inscrit sur le site. Sécurisé, j'ai vu. Donc n'hésitez pas, oui. Voilà. Maintenant, il me reste à vous souhaiter une bonne continuation. Merci beaucoup, Anne, et merci pour l'invitation. C'était super. Merci. Au revoir. Au revoir.